c'est pas vieux. Ce matin, je suis allé faire... non, ce matin. Ouais, c'est ce matin. Je suis allé faire des courses dans une grande surface qui était à côté de chez moi. Et il y a une dame qui était avec moi dans les étals, tu vois. Moi, j'étais du côté des fruits, parce que j'adore les fruits. J'étais du côté des fruits et des légumes et des trucs comme ça. Et cette dame qui est gentille comme tout, j'avais mis mon masque, mais pas bien. Et cette dame elle vient, et puis elle me prend mon masque qui était mal mis, puis elle me le remonte sur le nez, tu vois. Alors moi, j'ai des lunettes. Je vais te dire que la buvée, c'est pas Ah rigolo. bah je connais bien le problème puisque je vois très bien de près, mais le loin, non. Et donc j'ai obligé Oui, de mais porter mes écoute, lunettes. tu Ouais. te demandes, ça devait disparaître, ça disparaît pas. Le bac, tout le monde a fait le bac, tout le monde l'a fait, je l'ai fait. Autre chose, je vais te dire, parce que, à part, là, il y a quelques jours, là, où je suis allé à faire des courses à Nîmes, où on m'a demandé dans un petit café, gentiment, la dame est venue me demander mon pack, mon pack. Pour un café, tu vois, évidemment, je lui ai montré, cette dame était très gentille aussi, mais un peu, à la limite, gêné, parce que moi, j'y vais jamais là-bas. Je suis allé pour faire une course, je me suis arrêté au petit café, j'ai dit, tiens, je vais prendre un café, il est 9h30, je prends un petit café. Et cette dame, j'ai vu qu'elle était gênée de me demander, c'est la première fois ou la deuxième fois peut-être que je vais chez elle, mais là, c'était peut-être même la première fois, je crois. Et j'ai vu que cette dame, elle était gênée de me demander mes papiers, quoi. Pour un café. Je ne sais pas, c'est même pas histoire d'un café, c'est histoire que je peux être contagieux. Mais tout ça, c'est n'importe quoi, attends. Moi, je veux pas. Je vais te dire un truc, je vais me faire engueuler, certainement, mais tant pis, on est en direct. Moi, je vais te dire que si les Français se bougeaient un petit peu le cul, au lieu de devenir des cobayes, peut-être que ça bougerait un petit peu. Messieurs de l'armée, messieurs les gendarmes, tout ça qui avaient les mêmes problèmes que nous, chez vous, dans vos familles, c'est là qu'il faut vous montrer. Parce que dernièrement, ça a bougé, et puis c'est retombé à l'eau vite fait avec un ministre des armées. Je suis désolé, madame, mais quelqu'un qui est ministre des armées, il faut au moins que le sache se servir d'une arme, à mon avis, à moins que vous fassiez du tir en douce. Mais en fait, ça m'étonnerait. Voilà, ça va me retomber sur le dos, mais je m'en fous. J'arrive à une époque où d'être toujours du côté comment expliquer, du côté de la cartouche quand on le touche, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça c'est des trucs que je ne supporte pas. Excuse-moi, James. Ceci mis à part, pour le MAG, je suis très heureux d'être le parrain du MAG avec ce monsieur. Mais comme encore une fois, parce que je vois qu'il a été malade, il a eu quand même une alerte. On ne dort pas on dort pas 2 heures par nuit quand même, en général. D'après ce qu'il me dit, moi je me lève très de bonne heure le matin, parce que je ne sais pas rester au lit, excusez-moi. Moi à 5h, 5h30, je me lève, je regarde les nouvelles un petit peu sur des chaînes étrangères, quand je peux, parce que chez nous on ne nous dit pas toujours la vérité. Je crois même qu'on ne nous la dit pas du tout. On nous raconte ce qu'on veut. Et voilà, je trouve que c'est très dur. Il y a des moments de rester serein. Pas le petit piaf qui est dans une cage. La sérénité, c'est autre chose. Et garder sa sérénité, c'est dur, il y a des moments, j'avoue sincèrement. Voilà, je crois que j'ai bien parlé, maintenant j'aimerais bien t'entendre, toi. Parce que si, à toi, je vais te demander une question, tiens. Oui, justement, j'attendais tes questions. Je suis sûr que tu attends ça depuis un moment. Bon, alors, déjà, je te pose une question. Comment ça se fait qu'avec ce que tu faisais comme boulot, parce que je l'ai appris tout à l'heure en t'écoutant, que tu faisais des animations de mariage, de soirée ou de trucs comme ça, comment ça se fait? Quelle mouche t'a piqué pour que tu te mettes à poser des questions à des gens, c'est les vedettes, les trois quarts, je suis désolé. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pas parce qu'on est à l'écran, nous les musiciens, les chanteurs
manga, puisque c'est le cas, les trois quarts du temps. Moi, j'ai fait la connaissance de gens comme M. Lamazon, qui est un garçon adorable. Enfin, pratiquement dans les galas. On a fait un gala sur Metz, où j'ai fait la connaissance de tout un tas de gens fabuleux. Là, je viens de faire le Grand Rex. Enrique, quel amour. Noam, mais quel amour. Voilà. Pour moi, je suis tombé sur des gens qui sont gentils. Enrique, il m'a invité à aller manger chez lui. Il a un petit restaurant ou deux petits restaurants pas loin de chez moi, à 1h30 de voiture. Et il me dit, écoute, ça fait déjà plusieurs fois que je t'invite, tu viens jamais à la maison. Ben, c'est idiot parce que je vais y aller avec Francky, certainement, que tu connais aussi. Oui, et que j'ai interviewé l'an dernier, ouais. On va essayer de lui faire une surprise, d'y aller avec quelques copains chez lui, tu vois. Voilà. Ben, je vais répondre à ta question maintenant, justement. Oui, alors dis-moi, quelle mouche t'a piqué? Ou alors c'est un frelon asiatique alors qui t'a piqué? Bah, c'est au fur et à mesure des rencontres, lors des événements que j'ai organisés, bah, que j'ai rencontré un certain nombre de personnes, et puis on a eu l'idée, un soir d'un apéro, on va dire, un peu arrosé, de commencer par une interview, et puis je me suis pris au jeu, et j'en ai fait beaucoup, voilà. Ouais, Et puis là, bah, ça s'est accéléré bah, à cause du Covid, puisque comme bah, l'organisation d'événements était très calme et l'animation aussi, bah, j'ai développé davantage le mag au niveau des interviews, les trois quarts au téléphone, et puis maintenant c'est de plus en plus en face à face. J'ai appris un truc, moi, tiens, tu vois, en allant boire mon café, là, tu sais que tous les mercredis, je vais boire mon café, mes cafés. Parce que si je bois chez un et que je bois pas chez l'autre à côté, je fais la gueule. Mes copains, tu vois, il y en a un, c'est un petit portugais. On y mange bien chez lui aussi, je te dis pas. Et c'est pas très cher, c'est génial. Et puis l'autre, c'est le café français, c'est chez Loul. Comment te dire, il a un gamin, Léo, qui est mignon comme tout, qui n'osait pas venir me voir parce qu'il aime le tour du monde en 80 jours, puis les génériques que je chante. Et alors je suis allé, puis je lui ai dit, allez, viens avec moi, viens boire un café. Puis je vais l'amener à la maison, je vais essayer de l'amener à la maison pour lui monter le petit studio, tu sais que j'ai remonté mon studio d'enregistrement. Oui, tout à fait, oui. Voilà, tu vois, le gamin, je voudrais qu'il voit ça, comment ça se passe un petit peu, quoi. Écoute, j'ai une maison, et je te dis, moi j'ai des amis, je te dis, qui sont du côté du Pic Saint-Loup, qui sont en pleine campagne, en pleine montagne, en pleine garrigue. Écoute, c'est fabuleux. Je vais chez eux régulièrement, parce que pour moi, qui suis tout seul, parce que bon, j'ai dit à ma fille, mais ma fille, il y a sa mère, il y a tout ça, elle est avec elle aussi. Et comme on est séparés définitivement avec notre femme, ouais, parce que les musiciens, on n'est pas souvent à la maison, alors moi, je vais te dire, c'est des trucs. Enfin, ça c'est ma vie à moi, ça. Donc, je te dis, ma fille, elle travaille aussi, elle se débrouille ben, quand il faut joindre les deux bouts, papa, il peut, mais quand il ne peut pas non plus. Hein. Ah bah oui. La retraite de musicien, tu vois, elle n'est pas terrible. Moi. Et Dieu sait que j'ai bossé, je dis bien, avec les plus grands. Bah, surtout quand tu es empêché de travailler à cause du Covid. Ah oh là, l'année dernière, ça a été la panique. Mais par exemple, mon ami qui a le café français, là, parce qu'il a été fermé lui aussi tout ce temps-là, il me disait que l'État a fait le nécessaire pour les aider. Ça, par exemple, tu vois, je trouve que c'est très bien. Tu vois ce que je veux dire? Des gens, parce qu'attends, les cafés, là où je vais, moi, à Quissac, c'est à quelques kilomètres de chez moi, le marché, il est superbe, tu vois, je veux dire. Alors, en plus, je connais presque tout le monde. Tous les mecs, ils m'appellent Goldorak, alors, je te dis. Et le chinois chez Kiet, il fait des trucs superbes. J'ai un copain qui fait des œufs, qui fait de la cuisine, comment te dire, du midi un petit peu. Et c'est bon ce qu'il fait aussi. Voilà, c'est génial.
moi, quand je vais au marché, tu vois, je m'achète à manger pour au moins 2 jours d'avance, quand je peux, 3. Quand mes moyens me le permettent, je peux financer, évidemment. Je prends à manger pour 3 jours d'avance. J'ai un tout petit frigidaire, mais je me démerde à tout mettre dedans. Et ça me fait 3 jours où... Parce que tous les matins, quand je me lève, moi, ben, tu le sais, hein, je te l'ai déjà dit, moi je monte au studio, alors, je charge tous mes trucs, le piano et tout ça, que je puisse chercher quelques idées ou composer quelques musiques. Là, ce matin, je suis allé et je me suis aperçu que j'en ai 4 ou 5 là qu'il faudrait que je me débrouille à enregistrer et à trouver des textes. J'ai déjà des idées de textes et tout ça, tu vois. Mais tout ça fera revenir à tous mes copains que j'ai ici. Attends, c'est incroyable parce que je suis le dernier arrivé dans le pays là. Et je te dis, c'est même étonnant. J'ai mes amis, je te dis, qui habitent en face du Pic Saint-Loup, qui sont venus un jour au marché. Et là, quand la patronne, la dame, mes amis, la femme de mon copain, de Raymond, elle m'a dit, mais je les connais tous. Et j'ai dit, tu vois bien, quand je passe, oh Michel, ah tiens, il y a machin, il t'a payé un café, tu le boiras, machin. C'est pour ça que je te dis, quand je vais au marché, en général, c'est un minimum de 2 cafés. Ok. Voilà. Et c'est pour ça qu'un jour, tu m'as dit qu'il faudrait que tu viennes, et bien tu viens un jour de marché, tu verras que je te raconte pas de blagues. Voilà ma poule. Alors dis-moi un petit peu, toi, maintenant, dis-moi ce que tu as envie de faire pour bientôt, parce que je m'aperçois que tous les jours, il y a des nouvelles du MAG, et là, c'est moi qui ne connais pas tous les gens que tu as vus. Ah bah oui, là il y a un mag qui est un petit peu en retard, qui devait sortir aujourd'hui, qui sortira finalement dimanche avec 24 nouvelles interviews, dont Julien Lamassonne dedans, dont dont Tony, Jean-Marc Anthony, Oui, oh, bah attends, lui, Pokémon. Attends, à chaque fois qu'on a été ensemble dans une convention, bah, on se faisait engueuler parce qu'on n'arrête pas de faire des cons. Ah bah à mon avis, il y en a un aussi Cyril aussi, il est pas le dernier, il vient de m'envoyer un petit mot là parce qu'il savait que j'avais très mal à la gorge et je te dis, pour faire le grand Rex, je m'en suis bien sorti parce que, merci cortisone, excuse-moi, je suis obligé de te dire. Mais j'ai tellement été traité à la cortisone qu'il m'était sorti un herpès. Donc j'ai retravaillé à partir de ce matin, j'ai retravaillé un petit peu mon biniou, ma trompette, tu vois. D'accord. Parce que là, pendant 3 jours là, ou 4 jours, j'avais un herpès qui m'était sorti. Évidemment, là où je mets l'embouchure pour jouer, tu vois. J'ai voulu jouer, c'est hier. Hier, ça a éclaté, puis j'avais du sang qui m'a coulé sur la chemise, tu vois. En jouant, je me suis fait péter le bobo. Alors j'ai mis de la pommade et tout ce qu'il fallait pour cicatriser. Et ce matin, j'ai recommencé doucement, mais ça revenait un petit peu ce matin. Voilà. Non, bah sinon, il y a un autre mag après qui arrive normalement le 30 novembre ou début décembre avec 22 interviews. Il y en a un qui arrive pour Noël et puis un gros best-of pour le 31 décembre avec toutes les interviews, musique et spectacles qui ont été faites depuis la fête de la musique. Oh, c'est génial. C'est génial. En parlant de ça, tiens, moi, là, le 5 du mois de décembre, je suis à Reims avec ma fille qui est avec moi, il y a Valérie. C'est avec Lorenzo. C'est Lorenzo qui nous a trouvé ça. C'est un petit truc sympa. Voilà, à part les problèmes de la SNCF. Alors ça, tout est possible avec la SNCF. Je vais pas leur reprocher quoi que ce soit parce qu'il paraît qu'on a, paraît-il, un des meilleurs circuits de train et de tout ça. Je veux bien le croire. À mon avis, un des meilleurs, oui, mais qui est devenu de plus en plus vétuste et il finance pas forcément des travaux un peu partout. Donc, attends, alors, dans ce cas-là, si tu vas par là, l'état des routes chez nous, attends, je suis désolé. Hein.
Il est mieux desservi, à part au niveau des retards réguliers et puis le fait que les rails sont de plus en plus vétustes. Hein. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. C'est que, par exemple, je vais t'expliquer. Moi, je pars de Nîmes en général. D'accord? Je suis dans le Gard, je pars de la gare de Nîmes. Pour aller sur Paris, en 3 heures de temps, c'est arrivé à Paris, c'est merveilleux. Sauf que quand je suis arrivé avec un billet et qu'on m'a dit que mon billet n'était pas valable. Et on m'a envoyé dans la gare TGV de Nîmes. J'ai fait près de 60 km aller-retour pour voir partir mon train qui devait m'amener à Paris. Après, on m'a redonné un nouveau ticket, un nouveau billet de train. Sauf qu'il n'allait pas à Paris, il s'arrêtait à Lyon-Perrache. Ce qui fait que, alors, mais tout ça, le retourner, tu vois, il était déjà 2-3 heures du matin quand je tournais en rond, hein, pour avoir mon train. Et quand je suis arrivé à Lyon-Perrache, on m'a dit, mais monsieur, on va vous faire coucher ici, parce qu'il n'y a plus de train pour Paris à partir de telle heure. Et ça, c'était pour aller au Grand Rex. Tu vois, c'est pas vieux, hein. C'était mercredi il y a une semaine et demie. Et tout ça, parce que il y a une organisation. Déjà, tu arrives à Paris, gare de Lyon, tu as 25 minutes, logiquement. Si tu n'as pas prévu ton coup pour avoir suffisamment de temps pour passer de la gare de Lyon, soit à la gare de l'Est, ou à la gare du Nord, ou à Austerlitz, tu vois ce que je veux dire? Encore, la plus près, c'est gare de Lyon, gare d'Austerlitz. Sauf quand tu arrives à 7 heures le soir, que c'est les embouteillages dans Paris, eh ben, je vais te dire que tu as ton train en courant. Même les taxis, moi je sais que ça m'est arrivé 2 fois d'avoir ce changement. Gare de Lyon, Austerlitz, c'est à vol d'oiseau, il y a 1,5 km à côté, ou 2 km, mettons. À vol d'oiseau, je dis bien. Mais à cette heure-là, les embouteillages ne roulent plus dans Paris. Toutes les voies sur berge sont dans un état de saleté. Mais c'est incroyable. Moi qui disais que Paris, c'est parce que j'ai eu la chance de travailler pour des gens très fortunés, je veux dire, qui ont des péniches où ils vivent, des gens avec piscine et tout dessus, c'est fabuleux. Et c'est vrai que traverser Paris le soir dans une péniche, moi à cette époque-là, je travaillais avec un orchestre sud-américain, et donc Paris la nuit, mais c'est beau, je ne dis pas c'est la plus belle ville du monde, Paris. À une condition que tu puisses rouler un petit peu, quoi. Et là, c'est devenu, j'ai des gens qui habitent sur le bord de l'avenue, je ne sais pas comment elle s'appelle, sur le bord des voies sur quai, des voies sur berge. Et c'est d'une saleté, même les gens, ils déménagent. Ils déménagent. À part ça, est-ce que tu vas bien, toi? Ah bah oui, oui. Faut dire que Jeff, comme il sait que je me lève de bonne heure, c'est souvent qu'il téléphone, il est 6 heures du matin. Dis pas que c'est pas vrai. Si, mais des fois, c'est à cette heure-là, je ne suis pas encore couché, c'est pour ça. Oui, mais justement, mais moi je me réveille, je me lève, je fais mes affaires aussi, mais c'est souvent que j'essaie de faire le matin de bonne heure quelques petits trucs, tu vois, bon, il n'est pas question de faire de la musique ou quoi que ce soit, mais si j'ai des trucs à écrire ou tout ça, j'aime bien le faire le matin au calme, comme ça, tu vois. Mais je n'ai pas dit que tu me dérangeais, j'ai pas dit ça, parce que quand c'est ça, je lui dis, excuse-moi, puis c'est vrai, les 3 quarts du temps, si tu m'appelles un peu plus tard, ben je pars de chez moi, tu vois, j'ai des rendez-vous, voilà. Non, c'est pas grave. Allez, raconte-moi un petit peu qui c'est que tu interviews demain. Personne. C'est une blague. Ah non, là, j'ai terminé mes interviews pour le mag du 30 novembre, là, hier. Et il y a 22 interviews qui sont dans
Un peu dans tous les styles musicaux, il y a du hard rock avec Anté-Chaos, il y a du Oui, tu m'en as post-punk, parlé, je les connais pas, ces gens-là. il y a Dis-moi. Julien Simoni, c'est de la pop alternative de Paris. Oui. Il y a l'interview de Jean-Jacques Kira qui arrive dans le prochain mag. Oh, un monsieur plein de talent, de gentillesse en plus. Plein de talent. Ça, c'est quelqu'un qui a du talent. Et beaucoup dans les musiques actuelles aussi, avec du métissage de styles musicaux, Oui. Ah ben c'est bien. comme de l'électro-latino, avec mécanique quantatique, comme du néo... Latino, oui. Oui, Je travaillais avec un orchestre où on faisait tout le répertoire de Social Club Buenavista. On avait la même formation, tout le monde parlait espagnol. Et c'est vrai que ça tournait. Oula, ça j'adorais. Ouais, je suis un petit peu. Bon, le jazz, j'adore, évidemment. Mais je ne suis pas un jazzman confirmé. Faux. J'ai des idées pour mes chorus et tout ça, oui, je crois savoir. Je crois qu'il y a des gens quand même qui m'ont apprécié pas mal. Mais je pense que la musique sud-américaine et brésilienne, alors là, je crois que je suis un peu. Ah oui, là, je suis très mordu maintenant. Je suis obligé de le dire. hein, puis Voilà. aussi beaucoup de reggae qui arrive dans les prochains mags, puisque j'ai fait plusieurs interviews de reggae avec des gars d'Abidjan, du Mali, Ah ouais, c'est génial. très sympa. Hein. Ah ouais, ouais. Un peu tous les styles Là, musicaux. ouais, je regardais à la télé, là, c'est quand c'est cet après-midi, je pense, ou un truc comme ça. J'ai allumé la télé à un moment donné. J'ai regardé, non, c'est hier. Hier, j'étais pas brillant hier, j'étais pas en forme. J'étais fatigué un petit peu. Je suis tombé sur une émission qui se passe en Amérique du Sud, bien sûr, où il y a des gens qui jouent, mais derrière, l'instrument principal, c'est des orgues de barbarie. T'as jamais vu ça? Non. Si, Ah, je sais ce que c'est un orgue de barbarie, mais j'ai oui, pas. alors là, imagine-toi que le musicien qui fait les arrangements sur les cartons, c'était fabuleux à voir. Et si tu préfères, tu sais, c'est des cartons qui sont percés et en fonction des trous, ça sort une note à chaque fois. Extraordinaire à voir. La seule chose qui soit en live derrière, c'est la rythmique, c'est-à-dire les percussions. Et c'est génial. Avec un orgue de barbarie qui joue évidemment des trucs d'Amérique du Sud. Hein. Mais je vais te dire que la rythmique, les gens derrière, il y a bongo, il y a toutes les percussions d'Amérique du Sud, tu vois. Et il y en a, c'est des gamins, souvent. Ils sont tombés dedans quand ils étaient petits, tu vois. Et quand la rythmique le joue avec un orgue, avec un truc de barbarie, mais tu te rends compte. Et c'est génial. Et les gens, ils sont contents, ils dansent. Oh, c'était beau à voir. Quel honneur à la musique. Mon Dieu, c'est beau. C'est beau. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est beau. Tu sais que je suis un fou, moi. J'ai la télévision, j'ai le canal satellite, tout ça. Moi, je suis branché sur une chaîne classique qui fait du jazz aussi. Quoique le jazz, je n'ai pas été très emballé, ce que j'ai entendu cette semaine. C'est la chaîne Mezzo. Alors, si tu arrives à la voir c'est la numéro 200, alors tu vas tomber sur des opéras où tu vas entendre des gens chanter. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y avait un opéra à l'époque où les femmes n'étaient pas autorisées à chanter en scène. Enfin, il y avait tous les hauts de contre, Farinelli et tous ces gens-là, tu vois. Et là, j'ai fait comment te dire, j'ai été surpris de voir des musiques, des opéras où les rôles de femmes sont tenus par des hommes, par des hauts de contre. Mon Dieu, mais que c'est beau.
arriver à un tel, comment te dire, un tel degré de perception dans la voix. Parce que nous, on chante un générique de dessin animé, on fait un truc, ça dure 2 heures. Mais eux, ils chantent pendant 4 heures. C'est extraordinaire. Je vais te dire que quand j'entends ça, j'ai même un peu, même si on ne fait pas du tout le même métier, je veux dire, pourtant on chante. Moi j'ai eu mes prix de Bordeaux avec l'art du Barbier de Séville et le Largo de Handel. Alors, tu vois, donc je crois que je savais chanter un petit peu. Mais quand je vois que je chante moi le Tour du Monde en 80 jours, j'ai rien contre, je dis bien. Mais que j'entends des gens chanter un opéra, ça dure 4 heures. Je me dis, oh là 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 là, quelle perfection. Et c'est vrai. Et nous, on a un micro, eux non. Et ça, surtout, il faut bien que tu comprennes. L'acoustique, ils ont montré un jour, là, j'ai regardé le théâtre, le nouveau truc qu'ils ont fait à Paris, là, l'opéra. Ils ont montré un petit peu pour l'acoustique. Mon Dieu, je sais pas combien ça a dû coûter. Ça a dû coûter des centaines de millions, certainement, il y a des choses. Moi, au niveau des interviews de cantatrices, d'opéra ou musique classique, j'en ai très très peu. Il y en a une qui arrive dans pas longtemps que j'ai enregistrée la semaine dernière, mais sur la totalité des interviews que j'ai fait, j'en ai fait 408 au total. J'ai dû en faire qu'une ou deux. Donc, Mais écoute, je vais te dire, dernièrement, ils ont passé Faust de Gounod. Alors, c'est vrai que moi, d'avoir un papa plombier, or, il se trouve que mon papa, il connaissait tous les opéras, pratiquement par cœur. Papa, il chantait divinement bien. Il sifflait d'une façon que c'était, même un piaf, pas comme ça, tu vois, je veux dire. Et papa était un monsieur qui quand il faisait une salle de bain, c'était un plaisir pour les gens chez qui il bossait, parce qu'il chantait des airs d'opéra et tout ça, ouais. Papa, c'était un fou d'opéra. Et moi, je sais que j'ai été élevé, mon papa n'a jamais fait la musique, ma maman non plus, tu vois, maman travaillait à l'usine, et mon père était plombier. Alors, toi, je ne peux pas dire que... Et ils m'ont donné, je crois que des enfants pas pourris, parce que ça n'existait pas chez moi, ça. Hein. Il fallait que ce soit comme ça, c'était comme ça. Voilà. Si j'avais le malheur de dire un truc qu'il n'y avait pas, le petit papa Barouille, moi on m'appelle le père Barouille, mais là c'était le père, le mien, j'avais intérêt à me tenir à carreau. Il ne m'a jamais dit que c'était très bien, mais il en parlait à tout le monde. Tu vois, quand il tombait chez... Ah, mon fils, il a eu tel prix, le machin, il a fait ça, mon fils, il a fait ça. Et à moi, il me disait jamais c'est bien. Tu vois, je savais qu'il était content parce qu'il en parlait à tout le monde, quoi. Mais c'était un petit bonhomme, papa, il était pas très grand. C'était une force de la nature, en plus. C'était quelqu'un de... Voilà. Mes parents étaient beaux, mais beaux. Maman, c'était une splendeur. Et mon père aussi. Voilà. Et c'était des petits modèles. Hein. Parce que moi, je suis pas grand. Et je suis encore bien plus grand que mes parents. Parce que maman devait faire 1m52 ou 3. Tu vois. Et papa était un peu plus grand qu'elle, peut-être. Oui, même pas. Je sais pas. Mais j'ai eu une enfance. J'ai jamais eu... Si mon père me disait, si tu travailles bien au collège le trimestre prochain, j'achète un vélo. Et le trimestre d'après, de 28e sur 30, je passais 2e ou 3e fois. Et j'avais mon vélo, quand même. Ah ouais, c'était ça, quoi. Et je te dis, papa, c'était un... Enfin, mes parents, c'était vraiment... Je les remercie, moi. Je sais, j'ai 82 balais, mais même encore, tu vois, moi, mes parents, ils sont pas partis, je suis toujours avec eux. Maman, c'est ma famille du côté de chez ma mère.
mon grand-père et ma grand-mère. Moi, quand j'étais petit, je parlais français, mais la deuxième langue que je parlais couramment, c'était l'espagnol. Puisque ma famille était des émigrés qui étaient partis d'Espagne, puisque ma famille était condamnée à mort du temps de Franco en Espagne. Voilà, tu vois, je te raconte un petit peu ma vie. Mais c'est vrai que, si tu préfères, je suis un basco, puisque le nom de ma grand-mère paternelle, c'est Ariscurel. Excusez-moi, plus basque, tu meurs. Hein. Et barouille, en espagnol, ça va te faire rigoler. Un grand barouille, c'est quelqu'un qui fout un petit peu de panique et de merde un peu partout, tu vois, un grand chambardement, voilà, la traduction exacte, c'est à peu près ça. Un barullo, c'est un grand bordel, excuse-moi, je suis obligé de dire le mot. Et voilà, c'est un peu ça, tu vois. Et moi, j'ai été des parents fabuleux, vraiment. Comment ça se fait que ça fait du bruit quand tu es avec moi au bout du fil? On est plusieurs autour de la table. Il y a une interview qui arrive dans pas longtemps et on t'attend justement. Alors, bonjour, je sais pas, il y en a beaucoup de gens, tu dis bonjour à ces gens-là? Ah bah oui, bah, il y en a un qui est parti tout à l'heure, donc qui est de Phoenix 7777, donc Richard, que j'avais interviewé juste avant toi. Et puis maintenant, il y a Gilles Auger qui est peintre d'art brut. Voilà. Ah, c'est bien. Bon, bonjour tout le monde, excusez-moi. Ah bah c'est pas grave. Pas grave. Mais tu aurais pu me le dire, que je sois poli quand même. Bon. En fait, tout ça pour dire que maintenant, c'est à toi de parler un petit peu, parce que je crois que là, je vais aller chercher, je vais aller boire un coup si ça continue. Ah bah, quels sont tes projets pour les mois à venir? Alors, déjà pour le mois prochain, j'ai un truc à Reims. Je suis obligé d'y aller avec le train. Je te dis pas, je suis obligé de changer de gare aussi, tu vois. C'est pas rigolo, mais c'est comme ça. Donc, et pour passer de la gare de Lyon à la gare de Reims, c'est la gare de l'Est, je crois. J'ai 20 minutes. Donc, je vais louper mon train encore une fois, et voilà. Et le 12, c'est-à-dire la semaine d'après, je suis à Mons, en Belgique. Je suis avec ma fille, toujours, on est tous les deux, parce que moi, je suis très content. Lorenzo, il sait très bien que ma fille, elle fait vraiment ce qu'on appelle... C'est du très lourd, tu vois, je veux dire, c'est vraiment du très bon boulot. Pas parce que c'est ma fille. Ok. Oui, dis-moi. Faut que j'interviewe maintenant Gilles Auger qui est à côté de moi. Oh, mais c'est bien, bonjour monsieur Auger. Bonsoir. Ça va, excusez-moi, hein. Il a voulu que je parle, mais je parle. Ben oui, mais c'est Ah très mais on bien. entend, et puis d'ailleurs, de l'autre côté de l'écran, ils t'ont entendu aussi. Et Donc, C'est ben, drôle. je vous souhaite une bonne soirée. Je peux dire, c'est que j'ai la chance de faire un métier, comme je dis, esclave de mon métier. Je suis content. Amazo, je suis content de faire un métier que j'aime. bah justement, il est peintre. C'est vrai? Eh bien, écoute, moi je trouve que quelqu'un qui fait un tableau. Écoute, moi ce que je trouve de merveilleux en peinture, c'est que des couleurs mères, il n'y en a pas des masses. Tu vois, je veux dire, il y a des couleurs que tu crées toi. Non, mais c'est parler au sens. Que ce soit la musique, la peinture, la poésie. Oui, voilà, ça C'est un peu qui... c'est un dénominateur commun Absolument, oui. qui doit nous toucher, qui nous parle, qui nous renvoie à plein de choses. Ben oui, mais absolument. Moi je dis que ça ne fait qu'un tout ça. Oui, oui, Vous prenez puisque vous êtes peintre, avec 4 couleurs, vous allez faire quelque chose, ça va être une merveille. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est pas toujours évident à faire, mais Oui, oui, bien sûr, j'en suis certain. Attendez, je vous dis, quand vous voyez qu'il n'y a que 8 notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, en comptant les intervalles, que les demi-tons,
attendez, ce qu'a fait Wagner, c'est pas dégueulasse. Beethoven, c'est pas grave, c'est pas. Quand vous voyez que avec 8 notes de musique, on arrive à faire le boléro de Ravel. Voilà. Et je trouve ça fabuleux, moi. Ok, bah, Gilles attend justement d'être interviewé. Donc, Eh bien, alors, allez-y, je vous écoute. alors, pourrais-tu te présenter? Bon, alors, moi, me définis comme un artiste d'art brut. J'ai aucune formation artistique à la base. Je suis totalement autodidacte. J'ai exercé différentes professions avec beaucoup de difficultés d'adaptation sociale. Et ce qui m'a amené par étapes successives à essayer d'exprimer un certain malaise que j'avais en moi. Et ce malaise, il s'est exprimé tout simplement dans on appelle ça des productions d'art brut, c'est-à-dire que c'est des œuvres totalement spontanées qui relèvent souvent des questions qui relèvent de l'inconscient et qui a été aussi repris par les surréalistes. Je travaille de temps en temps, parce que je ne suis pas un fan du travail, et comme chacun sait, le travail fatigue. Donc, oui, bah, j'ai vu ça, oui. et dernièrement, justement, j'étais un peu choqué par cette espèce de vénération du travail qui a été faite dernièrement par d'autres présidents. Enfin bref, ça c'est une parenthèse qui n'est pas tellement importante, mais ceci dit, je pense que mon travail, il se réduit vraiment dans ce que peut ressentir ceux qui s'y intéressent, qui se questionnent par rapport à mes œuvres, entre guillemets. Donc j'ai exposé de nombreuses fois dans la ville de Bourges et je continue en fonction des offres d'exposition qui me sont proposées, qui ne sont pas forcément nombreuses, mais enfin bon. Mais heureusement à cause du Covid aussi. Et puis aussi, il y a eu aussi cette histoire de contagion du Covid, qui a un peu tout perturbé. Je peux vous poser une question? Ah ben, je vous en prie, je suis là pour ça. Oui, alors, non, pas du tout. Mais si, mais enfin bon. Je vais vous poser une question pour savoir. On me pose des questions. Pour voir si on a un petit peu les mêmes réactions. Alors que vous, c'est peinture, moi, c'est musique. Est-ce que ça vous arrive souvent d'être content de ce que vous avez fait? Enfin, content, je sais pas. Enfin, c'est pas forcément un contentement, c'est un désir de concrétiser des émotions, des instants de ma vie. En fait, qu'est-ce que c'est que de créer? C'est aussi, plus ou moins consciemment, de vouloir rester dans une forme de continuité au-delà de son vécu, au-delà de sa vie. Puisqu'en fait, oui, à l'échelle planétaire, on vit 1 milliardième de seconde. Ça veut dire on n'est rien de toute façon. On n'est rien. Il faut rester très humble par rapport au fait que on fait qu'un passage très, très, très passager, si je puis dire, dans la vie. Donc, parfois même, je suis assez inspiré par la mort, par les cimetières, qui me remet, si vous voulez, dans un contexte plus dans la durée, dans la durée temporelle de notre vie. Absolument. Oui, c'est ça. Ouais. Ah oui, je trouve ça formidable. Bah, je sais pas, c'est pas,
Je pense que c'est une question existentielle que tout le monde doit plus ou moins se poser. Mais chacun peut-être le ressent d'une façon plus ou moins forte, plus ou moins de façon plus ou moins angoissante même dans son vécu. Parce qu'en fait, on est très agité. Et cette agitation enfin, socialement, je veux dire, cette agitation nous détourne peut-être des vraies questions qui sont vraiment inhérentes à notre vécu, à nos émotions, à notre sensibilité, à nos relations aussi au monde. Oui, mais je vois que c'est exactement pareil, parce que est-ce que ça doit vous arriver certainement? Moi, ça m'arrive, c'est tous les jours, alors pour ça que je vous demande si ça quand vous avez une idée, par exemple, pour faire un tableau ou quelque chose que vous avez envie de mettre sur papier, je veux dire, ou sur toile, voilà, plus exactement. Oui. Est-ce que ça vous arrive, ou vous le faites instantanément, où vous avez cette idée qui vous trotte dans la tête là, parce que ça c'est le style d'obsession en musique, pour moi c'est un petit peu ça. Quand j'ai une idée par exemple de mélodie, bon moi j'ai l'oreille absolue, alors je suis capable d'écrire un arrangement, j'ai pas besoin du piano, j'ai pas besoin de tout ça, mais quand j'ai une idée dans la tête, mais ça me travaille au point, par exemple, un air connu, un air n'importe lequel, pas forcément une musique intéressante en plus, j'insiste, parce qu'on nous balance tellement de saloperies à la radio, tout ça, que inconsciemment, moi personnellement, sans le vouloir, j'enregistre certains trucs comme ça qui me passent. Et il suffit que dans le morceau que j'ai entendu, il y ait 8 mesures d'un morceau, un passage musical qui m'intéresse. Et ça me prend la tête, mais d'une façon... Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous, un tableau, si vous avez l'intention de représenter quelque chose sur la toile, ou vous le faites instantanément, moi c'est ça, hein, ou je le fais instantanément et je suis dessus, j'ai pas dit que ça va être bien ce que je vais faire, mais je le fais. Ou alors, je commence à le faire et là ça devient une obsession parce que je m'aperçois que je peux faire autre chose aussi. Avec ces 8 notes de musique, je peux faire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bah, enfin, c'est très variable. C'est fonction de plein de paramètres que je peux pas vraiment analyser. C'est compliqué de parler de ce qu'on fait, même de soi en fait. Je sais pas. Ça relève souvent peut-être de l'inconscient, de tas de trucs qu'on maîtrise pas en réalité, qui sont de l'ordre de l'intime, oui, absolument. Oui, oui. Voilà, on sait pas, on se connaît mal en plus. Un exutoire. On se connaît mal, on se cherche. Des fois, on se trouve jamais, du reste. Et c'est ça la vie, quoi. Des fois, c'est une somme de questions sans réponse. Vous savez à quoi ça me fait penser, moi, des histoires comme ça? Imaginez-vous un lac, une eau de lac merveilleuse, sauf qu'il y a une tache d'huile qui remonte du fond du lac à chaque fois. Et cette tache d'huile, c'est justement ce que vous disiez, c'est l'endroit qui est très intime un petit peu pour nous, notre façon d'être, notre vie, je sais pas comment dire, mais vous voyez ce que je veux dire, que des choses que ça remonte. Dans votre œuvre, comme moi, je ne veux pas parler d'œuvre, puisque moi je fais de la variété beaucoup, mais ça n'empêche pas que cette tache d'huile qui remonte, bah, elle est plus emmerdante qu'autre chose, parce que ça devient une obsession. Oui. C'est ça aussi, vous? Ce qui me motive aussi, c'est de marcher avec mon chien et d'observer la nature, mais dans ses complexités, dans ses mystères, dans ses
et essayer de communiquer un peu avec ce qui nous environne dans les arbres, les, les animaux, enfin tout ça, essayer de trouver une espèce quasiment de communication silencieuse avec tout cet environnement dont on fait partie, en quelque sorte, et dont il faut essayer de, de- de- d'éprouver, de, comment dire, je dirais même de goûter à cette espèce Ouais. d'environnement mystérieux qui sont vraiment très complexes, hein, parce Oui, que, oui, non, mais c'est génial ce que vous dites. Moi, c'est pareil. bon, bah alors, vous Parler de voyez, la nature, je euh, suis un mec, je suis un espèce de fou qui parle aux arbres, moi. oui, 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 je pense qu'il y a une espèce de communication Ah, silencieuse qui peut s'établir entre tout ce qui nous environne dans la nature et nous-mêmes. Mais alors, cette communication-là, elle est mystérieuse, elle est intime, elle est, mais elle est très forte en même temps. absolument. C'est une affaire d'ondes, à mon avis, c'est une affaire d'ondes. Donc, il faut ressentir les ondes de tout cet environnement naturel et là, ça vous parle. Ça vous parle. Et, enfin, moi, ça, personnellement, ça m'équilibre, ça me parle, ça me stabilise, ça me fait du bien. Je vais vous raconter quelque chose. Moi, ici, là où j'habite, il y a eu des inondations assez dramatiques l'an dernier. Puisque je vous dis, moi, j'ai des amis qui ont un camping. Il n'y avait plus un arbre, il n'y avait plus rien. Il y avait on a retrouvé des saloperies en haut des arbres qui restaient debout, quelques-uns, vous voyez, je veux dire. Donc, il y a eu une vague qui faisait plus de 15 mètres de long qui est arrivée, qui a tout pété. Et quand je suis allé chez mes amis, puisqu'ils ont un camping, enfin, chez mon ami, c'est une amie à moi, puis ses parents ne sont plus là, et toute seule à s'occuper de ça. Elle a l'âge de ma fille, d'ailleurs, je l'ai vu naître. Et elle m'appelle tonton Michel, vous voyez. Et donc, la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé sur le camping, à part avoir vu le déluge de la crue, une idée, il y avait du sable à la hauteur de la paume de douche. Vous voyez, une paume de douche, elle est à 2 mètres au-dessus de vous, dans un camping, et tout ça, c'était plein de sable. Alors, vous voyez un petit peu. Et la première chose que j'ai fait, sur ce terrain de camping, il y a un platane qui doit avoir au moins 2 siècles, si c'est pas 3. Qui est droit comme un I, vous voyez, un arbre qui sort, il faut se mettre à 4 ou 5 pour faire le tour du tronc, vous voyez, c'est quand même un très très beau platane, mais magnifique, j'avoue. Et la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé sur le terrain de camping, parce que j'ai fait des photos autour pour rendre service à mon ami, pour ses assurances et tout ça, cette gamine, et si je vous dis que je suis allé voir, c'était très prétentieux, je suis allé voir si mon arbre était parti avec la crue. Vous me croyez un petit peu? Et quand j'ai vu qu'il était toujours là, j'ai hurlé tellement j'étais content de le revoir. Et cet arbre, je le connais depuis toujours. Je vous dis, c'est un platane. Il est énorme. Vous êtes toujours là? Oui, oui, je suis toujours là. Voilà. Vous voyez, Voilà. ça a été ma... Je vous dis, moi, un bel arbre, je lui parle. Je sais pas que je suis idiot, mais je lui parle. Quand je dis que je lui parle, je lui dis qu'il est beau. Je dis, à la limite, je l'embrasse. Je sais pas, je trouve ça tellement beau. On a toute une vie devant nous qui ne veut rien dire, parce que notre vie, on fait, ou on la réussit ou on la rate, mais en général, on la vit déjà, on essaie de la vivre. Mais quand je vois un arbre comme ça, je vous dis qu'il y a un minimum au moins 2 siècles. Il est juste sur le bord de l'Hérault, et il a des racines qui vont dans l'Hérault, évidemment. Je sais pas, un arbre comme ça, il doit pomper au moins entre 8 ou 900 litres d'eau par jour, au moins, je dis bien. Et il a des racines qui sont énormes, oui, et elles le plongent dans l'Hérault, là, c'est extraordinaire. Et je vous dis,
première chose, bon, évidemment, j'ai vu que le camping avait été dévasté, tout ça et tout ça. Que tous les portes des douches et tout ça, on les a retrouvés à 800 mètres, vous voyez ce que je veux dire? Et moi, c'était mon arbre. Parce que depuis toujours, la première année où je suis venu dans la région avec mes parents, je devais avoir 6 ans ou 7 ans. Et cet arbre, évidemment, il a toujours été là. Il y en avait même que j'avais planté, moi, des arbres qui ont été arrachés par les crues. Alors, vous voyez, j'avais 6 ans, j'en ai 82. Donc, je pense que ce petit coin de zéro, je le connais. Et quand je dis que je le connais mieux que ma poche, oui, c'est vrai. Et là, tous les arbres qui étaient magnifiques sur le bord de l'Hérault, là, c'était tellement joli en plus. Ça, porté dans un étui de paille, c'est quelque chose de... Ah ben, un peu. Voilà. On parlait des arbres, mais je parle. J'adore les arbres. Ah ben, j'adore les oiseaux, oui, oui, moi aussi, bien sûr. Les chiens, les femmes. J'adore tout ce qui est beau, Rien contre non plus. tout ce qui nous émeut, tout ce qui nous parle. Et en fait, on est des êtres sensibles, mais cette sensibilité est souvent refoulée, malmenée, voire censurée d'une certaine manière, parce que on attend des humains que ce soit des producteurs et des consommateurs. Et c'est très réducteur, parce que dans la vie, il y a plein d'autres trucs qui sont passionnants à vivre, mais qui sont malheureusement pas forcément mis en avant, en valeur. Oui. Voilà. Donc par rapport à ça, on éprouve certainement une sorte de solitude. Donc l'art peut, d'une certaine manière, compenser, entre guillemets, cette solitude existentielle. Voilà. Donc tout à l'heure, bah, tiens, avant de venir chez James pour cette interview, j'ai été faire un petit tour dans la cathédrale de Bourges. Et je me suis régalé parce qu'il y avait des vitraux magnifiques, il y a toujours des éclairages qui sont touchants, et ça fait toujours du bien de retrouver ces bases de spiritualité, de repos. Oui. Donc, j'adore aller de temps à autre me recueillir dans la cathédrale de Bourges. Je suis pas forcément, j'ai pas une foi de fanatique. Je ne connais pas la cathédrale de Bourges. Ah, bah, elle est magnifique. Elle est connue partout. Enfin, c'est un monument gothique très connu. Mais voilà, donc la spiritualité peut que nous apporter un peu de baume. Il ne faut surtout jamais oublier que des œuvres pareilles ont été faites par des hommes. Oui. Ah oui, c'est vraiment des artisans et des artistes extraordinaires. Mon papa était un maître ouvrier. Oui. Et je vous dis, moi, je rentre dans une église ou un truc comme ça. Je ne suis pas le monsieur qui fréquente les églises. Non, je ne suis pas comme ça. Mais quand je vais dans une église, là, je parle pas. Ça va vous paraître idiot, mais je parle pas, là. J'en prends plein les yeux et je vois des choses qui sont tellement belles. Moi, j'habitais Bordeaux et il y avait la cathédrale de Bordeaux. J'y allais de temps en temps, moi, comme ça, histoire de me rincer un petit peu les idées et tout ça. Je voulais mettre un petit peu d'ordre dans ma petite tête et j'y allais pour pas pour me régaler, c'est idiot, c'est pas, mais pour apprécier et me dire merde, c'est tellement beau. Voilà, ça c'est des trucs qui me touchent profondément aussi. Oui, puis ça défie le temps. C'est chambal, bien sûr. J'ai lu des livres d'ailleurs
fabuleux là-dessus. Je ne me rappelle plus qui c'est qui avait écrit là, sur les cathédrales. Je ne me souviens plus. J'en lis tellement que je ne me souviens plus qui c'est. Et c'est vrai qu'il y a des... Mon Dieu. Il y a des trucs fabuleux, fabuleux, fabuleux. On se rend pas compte ce que ça peut... Parce que de nos jours, les gens qui peuvent faire... qui peuvent essayer déjà, pardon, je me suis mal exprimé, de faire une cathédrale comme celle qu'on voit, que ce soit Reims, tout ça, Chartres, tous ces coins-là. Parce que moi, quand je vais quelque part, en général, même, je vais vous dire, il y a des petites églises qui ne, j'allais dire, qui ne payent pas de mine comparé à une cathédrale. Et quand vous rentrez dedans, vous êtes obligé déjà l'atmosphère, l'odeur. C'est ça, moi, que je trouve qui est fabuleux. Il y a une odeur dans une église, il y a une odeur dans une cathédrale. Je parle pas des cierges qui brûlent, non. Il y a une atmosphère, il y a quelque chose qui ne peut pas y avoir ailleurs. Je trouve ça fabuleux. Moi personnellement, je suis très, très, très touché quand vous parliez des rosaces. Il y a des rosaces, quelques-unes qui sont mieux. Mais quand on s'imagine le travail que ça représente, et puis il y a tellement de choses en plus. C'est beau, il n'y a rien à dire. C'est bon. Mais la seule chose qui peut éventuellement me consoler de mon malheur d'être incapable de... Peut-être, j'apprécie, mais peut-être pas assez fort, c'est quand même des hommes qui ont fait ça. Ça, c'est quelque chose de... L'homme, on ne le connaît pas et on ne le connaîtra jamais, hein. Je pense, à mon avis personnel. Il est capable du meilleur comme il est capable du pire. Quand il fait le meilleur, c'est vraiment le meilleur. Voilà. Moi, je pense à ça. Oui. Mais quand il fait le pire, il est le meilleur aussi. Oui, évidemment. Ça coule de source. Si c'est blanc, ça peut être noir aussi. Hein. Oui, oui. Enfin, voilà. Je suis très content de vous entendre parce que Et ça donc, vous arrive quand vous dites que vous êtes peintre de métier, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, bah, on me dit, qu'est-ce que vous faites? J'essaye d'expliquer ce que je fais. C'est plus ou moins. C'est pas avec des paroles qu'on peut l'expliquer. Il faut Voilà. voir C'est concrètement. gentil. C'est génial. Voir Dans mon métier, quand vous dites que vous êtes musicien, on vous dit oui, mais à part ça, qu'est-ce que tu fais? Et Ouais. ça, c'est 8 fois sur 10. Allez, peut-être pas 10 fois, non, mais au moins 8 fois sur 10. Qu'est-ce que tu fais comme métier, toi? T'es à la retraite de quoi? Je suis musicien. Oui, mais à part ça, qu'est-ce que tu fais? et donc, Gilles, quels sont tes projets pour les mois à venir, les Eh semaines à ben, mes venir? projets, c'est de trouver des nouveaux lieux d'exposition dans Bourges, de continuer à produire mes productions dites d'art brut, de chercher les nouvelles sources d'inspiration, et puis d'essayer de vivre avec la pandémie le moins mal possible. Oui, quand je dis qu'il y a beaucoup de similitudes entre la peinture et la musique, je confirme. Bien sûr, c'est évident. Voilà. Bon, voilà. Merci. Je suis très content, Merci. Et toi, vous t'en es où alors, toi, mon petit? Ben, nous, on est en train de terminer, là, puisque ça fait à peu près presque 2 heures qu'on est en direct. Hein. Ah oui, d'accord. On a commencé à 18h30. Bon, mais dans 10 minutes, ça fera de plombe. Ah. Et pourquoi pas? Il n'y a pas de raison. Moi, je regrette pas, je trouve ça génial en plus. Ah bah dommage que tu aies raté la toute première interview de Richard, donc du groupe Phoenix 77-77, donc un groupe de pop rock. Ah, j'ai rien contre, j'adore le pop rock, quand c'est bien. Je le connais pas. Alors si tu me dis, comme je sais que tu as bon goût, si tu me dis que c'est bien, je te crois. Je te dis. Alors, je peux,
pour vous concrétiser ce que j'ai voulu vous expliquer par rapport à ce que je fais, je peux vous montrer à la caméra une de mes publicités détournées. C'est Maxime Duchamp. Donc j'étais dans la rue Émile Deschamps et ça m'a évoqué Maxime Duchamp. Et c'était à 18h05 en 2000, je ne sais plus combien, en 2016, voilà. Et c'est une pub que j'ai détournée à ma manière. Et je ne connais pas ce poète Émile Deschamps, mais il porte le nom d'une rue dans le centre-ville. Voilà, alors il est de 1891 à 1800, je ne sais plus combien, 1791 à 1871. Enfin bref, c'est un poète sans doute de Bourges que je connais pas, mais enfin il a une rue, donc c'est déjà pas mal. Voilà. Oui. Déjà, moi, il y a déjà... Voilà, Émile Deschamps, voilà, Émile Deschamps. Et, ah bah oui, il est Saint-Amand-Montrond. Il est de Saint-Amand-Montrond, qui est une ville. Oui, je connais. J'ai joué là-bas. À 60 km de Bourges. Voilà. 1791, et puis il est décédé en 1871 à Versailles. Oui, il est décédé en 1871 à Versailles. Voilà une de mes œuvres que j'ai réalisées. Même un peu vampire. Et aussi, on voit qu'il y a des femmes qui ont les dents longues. On peut appeler ça des femmes vampires. Donc, voilà. Donc, c'est une façon de vous tenir par les bourses. Ouais. Voilà. Aïe. Bon, écoutez, je suis très content d'avoir fait votre connaissance. Ben, moi aussi. Et encore, ce qui me plaît, c'est que on est un peu dans ce qu'on appelle le triangle des Bermudes des arts. Exactement. Ça fait un petit peu une chose que les gens sont très intrigués parce qu'ils vont écouter la musique, ils vont admirer une toile, un truc comme ça. Mais sortis de là, ils ne se rendent pas compte que vous, moi, mon âge, je vous le dis, j'ai 82 ans, alors. Donc, les gens n'arrivent pas à comprendre que je puisse leur dire, moi, je me lève le matin, quand je vais travailler ma musique, que ce soit le piano, que je compose n'importe quoi dans mon studio, ben moi, ça ne me dérange pas de faire ça tous les jours. Alors, il va falloir maintenant que l'on conclue, car on arrive presque à 2 heures. Alors, Michel, tes derniers mots pour la fin. Oh ben, écoutez, je suis d'abord très content on parlait du MAG. J'espère que ça va durer longtemps de mon côté, le parrain du MAG. Je suis très honoré que tu m'aies demandé d'être le parrain du MAG. Et j'insiste bien je suis très content d'avoir fait la connaissance de ton ami. Je m'aperçois que c'est un monsieur qui, même, oui, je pense qu'il doit penser beaucoup de choses, les mêmes choses que moi dans le domaine des arts. Bah oui, entre artistes, il y a des ondes positives qui passent. Oui, complètement. Il y a un dénominateur commun, ou des dénominateurs communs. Absolument. Bon, puis voilà. Je crois qu'au départ, je pense que le point le plus commun qu'il peut y avoir entre ce que vous faites vous et ce que je fais moi, c'est le cœur, la sensibilité, le cœur, horreur de l'injustice. Je pense que vous êtes comme moi. Ben oui, voilà. C'est toujours des choses qui nous touchent. Un artiste, il ressent plein de trucs, et parfois même il sature. Hein, oui. C'est pas facile la vie, comme on dit, la vie d'artiste. Non, absolument, je suis d'accord. C'est pas facile et parfois, par rapport aux autres, c'est parfois lunatique. On peut avoir des réactions parfois de repli, de rejet, d'incompréhension, voire
de colère, parce que on se sent un peu on sature, comme on dit, on est un peu mal. Voilà, c'est ça. Donc C'est le mot exact. il faut trouver des exutoires. Donc moi j'ai trouvé tout simplement en faisant de la marche avec mon chien, tout ça, enfin, en essayant de se ressourcer, comme on dit, avec des choses qui sont, moi, que je ressens positives, quoi. Voilà. Oui, 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 moi aussi. Voilà. Je suis comme ça. Voilà. Comme je vous dis, il y a des trucs qui passent, il y a des choses qui vont passer difficilement, mais il y en a qui passent pas du tout. Hein. Non, non, non. Bah, surtout actuellement, on est tellement connecté que chaque événement qui se passe sur la Terre, ça vous, ça vous touche, ça vous questionne. Donc, on est trop en connexion avec les événements auxquels, personnellement, on n'a pas toujours les moyens d'agir. Donc, Oui, c'est ça. ces messages d'information, là, ça touche, mais en même temps, on se sent impuissant par rapport à tous ces espèces d'événements qui sont toujours des événements difficiles pour l'humanité. Oui, oui, oui. Voilà, et donc alors avant les gens ils n'étaient pas informés, ben, ils souffraient moins que maintenant on est informé, mais on souffre, mais on n'y peut rien aussi. On peut Quoi. rien faire. Voilà, voilà. Et ça questionne, même peut-être ça peut culpabiliser à la limite. Et en plus, je suis certain que c'est pour vous pareil. Ben oui, oui. On travaille en musique, ça on ressent terriblement quand j'ai des gros problèmes au moins. Non, ben on est surinformé, voire désinformé aussi. Oui, Donc, informé, on le raconte. Donc on vous raconte les catastrophes du monde et on ne parle que des choses qui ne vont pas. Mais on faut aussi parler des choses qui vont bien. Bon, c'est ambivalent, hein. Il y a quand même des choses qui fonctionnent bien, heureusement. Pour ça, il ne faut pas forcément allumer la télé. Mais on parle comme forme de masochisme, en quelque sorte, de parler que des choses qui ne vont mal. Et ça, c'est très. Et on maintient les gens dans cette ambiance. Et psychologiquement, c'est très négatif parce que les gens ressentent ça, puis après, ils disent ah, bah, rien ne va bien, gna, 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 c'est la catastrophe, c'est la fin du monde et tout ça. Donc, il faudrait aussi parler des choses qui fonctionnent. Il y en a plein. Voilà. Donc, il faut apprendre à s'informer, en fait. Voilà. Avoir une éducation à l'information et non pas à ces messages toujours qui vous harcèlent. Mais oui, on vit toujours un petit peu comme je veux dire, une bécasse. Vous allez voir pourquoi je parle d'un oiseau qui, quand on lui fout la paix, on peut marcher dessus et il ne bouge pas. Oui. Mais elle peut s'envoler pour n'importe quoi parce qu'elle en a marre. Voilà. Et ce que je pense, moi, c'est quand ces 4 matins, ça va péter. Il faut qu'il se passe quelque chose. On verra. Oui, non, mais on sait pas moi, du tout. c'est mon point de vue à moi. C'est pas comment ça va. C'est un fait, on vit que dans une atmosphère qui n'est pas faite pour qu'il y ait de la joie, je veux dire. Ça n'existe pas. Non, les gens rient de moins en moins, ils font la gueule, ils sont mal, ils souffrent. Ils souffrent, mais cette souffrance, elle est négative parce que elle est sans issue, quoi. Et aussi, il y a une forme d'individualisation de chacun, et une désocialisation. Dans une forme de communautarisme. Voilà. Je crois que le seul problème que vous voulez dire, et je pense que j'ai raison, je pense que vous avez raison, c'est pas parce que vous pensez comme moi, c'est idiot. Je pense que vu l'ambiance qu'il y a chez nous en France en ce moment, la France est coupée en deux. Ouais. Il y a les blancs, il y a les noirs. Hein. Elle est un peu fragmentée, oui. Alors qu'on a quand même un des plus beaux pays du monde, je pense.
une culture aussi très riche, Une culture fabuleuse. une protection sociale quand même assez élaborée. Enfin, je sais pas, il y a Oui, 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 bien sûr. beaucoup de gens Il y se a des plaignent, mais pays qui s'ils sont allaient pas. voir ce qui se passe ailleurs, ils seraient Mm. bien contents d'être en France. C'est Oui, clair. oui, la preuve. Bon, Excusez-moi. ça c'est évident. Enfin bon, faut aussi sortir un peu des œillères Non, non, de. moi, j'ai pas de hier, je suis très, très franc, et le racisme, je sais pas ce que c'est. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a beaucoup de Français qui dorment dans leur voiture alors qu'ils ont travaillé toute leur vie. Ça me gonfle un petit peu quand même. Moi, c'est ça que je vois. Ah ben ça c'est un problème plus global de répartition des richesses. Il est évident Absolument. Voilà. qu'il y a une. Voilà. Moi, les trucs qui me dépassent et qui me dépasseront toujours. Égalité, fraternité. Pour le moment, c'est bidon. Je suis désolé. Mm. Ah, mais de toute façon, tout est fait pour cliver les gens entre eux et puis les Oui, diviser. Donc, divisé, ça c'est clair. Oui, mais. On est quand même un pays où les gens sont toujours en train de dire nous les Français, nous les Français. Quoi, les Français, il n'y en a plus. Quand je dis qu'il n'y en a plus, la preuve, je vous dis, c'est que la France est coupée en deux. Il y a les blancs et les noirs. Je ne parle pas du noir couleur de peau, attention. Où il y a les pour et il y a les contre. Voilà, ça serait plus facile à comprendre. Les blancs et les noirs, non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais ça devient, c'est dramatique là. Je vous dis, il faut trouver une solution parce que moi j'ai vu une émission, c'est pas vieux, c'était hier après-midi. Pareil, quand j'ai un petit moment, j'allume la télé et je suis tombé, ça se passait au Congo. Or, il se trouve que dans ce pays africain, c'est un pays où, par exemple, les hôpitaux et tout ça, alors le corona et tout ça, on s'en fout, on n'en parle pratiquement pas. Mais quand on apprend que le sous-sol de ce pays, il y a des diamants, il y a de l'or, il y a tout ce qui est métaux, toutes les matières les plus chères qui existent au monde, là-bas ils en ont partout. Ils ont des mines à ciel ouvert où les mecs ils ramassent de l'or comme nous on va ramasser un galet sur le bord de la plage. Donc je trouve que ces gens-là, il y en a beaucoup qui crèvent de faim encore, ou que quand il y a la saison des pluies, ils vivent dans des villages où il n'y a même pas d'évacuation de l'eau qui les envahit et qui les noie. C'était hier après-midi, c'est pas lieu, c'est à la télé. Je trouve que c'est tellement facile d'assister à une éradication d'êtres humains en gardant le sous-sol, par exemple, pétrole et compagnie. Moi, je vous dis, je suis très près un petit peu aussi de tout ce qui est nature. Quand vous pensez que la calotte glaciaire est en train de fondre, pourquoi? Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a des forages où on a trouvé les plus grands gisements de pétrole qu'on n'a jamais pu même y penser au pôle Nord, dans la calotte glaciaire. Et on fait des trous là-dedans. Oui, mais pour moi, je trouve pas ça tellement logique non plus. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Ouais, c'est compliqué tout ça. Moi, je vous dis, j'ai le défaut de dire un petit peu ce que je pense. Mais quand vous pensez qu'il y a un espace grand comme la Belgique qui disparaît en Amazonie, dans la forêt, Non, mais ça, c'est quand même un poumon du monde. ça, toutes les mesures de protection de la nature auraient dû être prises beaucoup plus tôt. Il y a au moins 20 ans de retard, et maintenant je crains que. 20 ans, mon Dieu, mon Dieu. Oui, au moins. Enfin Il n'y a bref, pas certainement plus que ça. oui, il y a beaucoup de retard, et que maintenant les mesures prises sont trop tardives pour être efficaces.
Donc, Bien sûr. Moi, je vous dis, la plus grosse escroquerie du siècle, c'est les voitures électriques. Moi, dans ma jeunesse, j'ai fait des rallyes, j'ai fait tout ça, donc j'étais en communication avec des gens de Peugeot Sport, tous ces gens-là. Moi, c'est carrément un des grands patrons de Peugeot Sport qui m'a appelé dès qu'on a commencé à parler des voitures électriques. Moi, là, je me suis dit, oh là 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 là. Là, on va à une escroquerie, parce que c'est pas le tout d'avoir des voitures électriques. Qu'est-ce qu'on fout des batteries quand elles sont mortes? Et alors? Bah, il y a quasiment rien en plus qui est recyclable dessus, hein. D'après ce que j'ai compris, il y a 6 ou 7%. Ah, mais bien sûr, mais bien sûr. Mais je te dis, attends, des voitures fameuses, voitures américaines, là, qui sont, paraît-il, les meilleures du monde, je dirais pas la marque parce que j'ai pas le droit, mais qui en roulant brûlent. Oui. Ou alors les voitures chez nous, la température descend à -10, -12, comme j'ai eu ici, quand j'ai eu mon accident, moi. Pas en voiture, hein. Je suis tombé sur le verglas, alors. Des voitures électriques, à partir de -8, -10, des batteries, elles gèlent. Et ça marche plus. Il n'y a plus de voiture. Alors qu'est-ce qu'on fait? On augmente le gasoil, on augmente l'essence, on augmente, tout augmente. C'est pas difficile, rien à voir, mais le gaz, l'électricité, tout ça, oui, je veux bien. Et comment on fait, nous? c'est compliqué. Et je sais que moi je suis un petit peu révolutionnaire sur certaines choses, sinon le reste, non. Tout à l'heure, vous me disiez, on parlait de notre pays, mais comme je dis, mais nom de Dieu, on a le plus beau pays du monde. La France, c'est quand même la culture, et tout. Bah, la culture, c'est la première sacrifiée, t'as bien vu depuis 2 ans, hein. Ah ben écoute, t'as bien vu pour nous, hein. Attends. Bah, même pour les expositions aussi, hein. Ah mais tout ce qui est bizarre. Ah, il y a quelqu'un qui essaie de m'avoir. Bon, chérie, je vais vous faire un gros bisou. Oui. On conclut, parce que là... Oui. Oui, je vais être... Alors, un dernier mot pour la fin? Oui, eh bien écoutez, la prochaine fois, je suis d'accord si on fait une émission comme ça, c'est sympa. Oui. Mais la prochaine fois, je me débrouille, je viens vous voir. Ok, ça vous marche. Venez chez moi. Très bien. Ah bah avec Eh ben, plaisir. c'est avec plaisir. La porte est ouverte chez moi. Hein. Ok, ça marche. C'est très bien quand mes amis viennent chez moi, comme moi je suis tout seul, alors j'ai peut-être pas tout ce qu'il faut, mais en général ils amènent au moins 1 ou 2 chaises, ils amènent des assiettes, et c'est pire que ça, parce que la femme de mes copains, quand ils viennent, elle prépare à manger pour venir manger chez moi, alors tu vois, et elles font même la vaisselle, c'est adorable. Et toi, Gilles, ton dernier mot pour la fin? Eh ben, bonne continuation. Moi aussi, monsieur. Et puis, plein de bonnes choses. Hein. Qu'est-ce qu'on peut Moi souhaiter aussi, de monsieur. meilleur? Je vous souhaite de faire des belles œuvres. Bon, ça, on verra. C'est pas. Oh oui, et ça va venir. Voilà. J'en suis sûr, moi. Ok. Eh ben, bonne soirée à vous. Moi aussi, je vous remercie infiniment de votre gentillesse. Bonsoir. 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 Eh bien, merci à vous. C'est bien. À bientôt, Gilles. Merci à toi. À À bientôt. bientôt. Quand tu veux. Salut. Bisous. Salut. Eh ben, nous, on va clôturer. Oui. Si tu as d'autres choses à dire. Eh ben, on est un peu décalé là dans le. Ah oui, que tu recherchais des lieux, c'est ce que tu voulais dire tout à l'heure, mais il faut que tu regardes ici. On cherche des lieux, bah oui, toujours, on cherche toujours des lieux pour exposer dans Bourges. C'est pas nouveau. J'ai plein d'œuvres à exposer. Je pense que ça pourrait intéresser plein de monde, mais malheureusement, mes demandes ne sont pas toujours entendues. Voilà, je suis un peu désemparé par rapport à tout ça. Mais que dire? C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais c'est inhérent aussi aux difficultés de beaucoup pour
s'exposer, s'exprimer, vivre comme il le voudrait, etc. Quoi. C'est le malheur de chacun. Donc on fait avec, ou pas. Il faut essayer. Autre chose à dire pour clôturer? Autre chose à dire. Non. Non, ce qu'il faut, j'ai rien à dire en fait. Moi, c'est mes œuvres qui parlent à ma place. Moi, je parle d'elle-même. Voilà, mon expression réelle, elle est dans mon travail, elle n'est pas dans mes mots. Les mots, ça s'envole dans la nature. On n'en parle plus les mots. Les mots, c'est du vent. Bon, allez, on coupe le truc. Oui, vous avez pu voir ce soir, on a essuyé les plâtres pendant un peu plus de 2 heures finalement. Oui, pourquoi pas. Hein, il y a un début à tout. Ah oui. J'ai l'impression que c'était quand même l'émission de Michel Barouille, hein, finalement. Oui. Parce que oui, enfin bref, l'essentiel c'est qu'on se passe dans les ondes. On teste des concepts, voilà. À une prochaine fois, je ne sais pas quand, mais on fera mieux au niveau de l'image. On fera encore plus, on fera beaucoup mieux. Oui, on fera beaucoup mieux, on fera différemment.